Le président de la République était à la Mecque dans le cadre de sa visite officielle en Arabie Saoudite. Il a été ensuite reçu par le cheikh Abdurrahman Soudaïs, imam de la mosquée sacrée de la Mecque. Dans ce 20h, le compte-rendu de notre envoyé spécial. La première dame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite des enfants en Côte d'Ivoire, a ouvert ce matin la télé-bilan du plan national d'action 2012-2014, compte rendu dans quelques instants. Dans ce journal, vous aurez également un regard sur le troisième pont du district d'Abidjan, pont Henri Konan-Bédié, qui sera inauguré dans moins d'une semaine, le mardi 16 décembre prochain. Ce sont les principaux titres de ce 20h et comme tous les mercredis, vous aurez votre rendez-vous de l'économie EcoPlus qui sera consacré au budget 2015 de l'État de Côte d'Ivoire estimé à 5 000 milliards de francs CFA et présenté en première instance à l'Assemblée nationale. Bonsoir, bienvenue. Le chef de l'État est de retour au pays en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est rentré à Abidjan aux environs de 19h. Des images de son arrivée vous seront proposées avant la fin de ce journal ou dans nos prochaines éditions. Commençons cette demi-heure d'information en images par l'Arabie Saoudite, où le président a été reçu par le cheikh Abdurrahman Soudaïs, imam de la mosquée sacrée de la Mecque. Avant cette audience, le président de la République s'est rendu à la Mecque, enfin à la Sainte Mosquée, pour la prière de Maghrib, le compte-rendu de notre envoyé spécial, Awa Touré. L'imam principal de la Sainte Mosquée de la Mecque, directeur général des affaires des deux Saintes Mosquées, Dr Abdulrahman Ben Abdelaziz Al-Soudaïs, a au cours de cette rencontre présenté les travaux de rénovation de l'enceinte de la Sainte Mosquée de la Mecque en vue d'améliorer les conditions dans lesquelles les fidèles effectuent le Hajj. Il a remercié le chef de l'État pour avoir accepté de réduire le quota de pèlerins ivoiriens en attendant l'achèvement des travaux. L'imam principal de la Sainte Mosquée de la Mecque a prié pour le président de la République Alassane Ouattara, lui a fait des bénédictions afin qu'Allah, le miséricordieux par essence et par excellence, l'assiste au quotidien dans sa tâche de gestionnaire du pouvoir d'État. L'imam Abdulrahman Ben Abdelaziz Al-Soudaïs a également prié pour la santé du président de la République Alassane Ouattara et demandé à ses collaborateurs de s'unir afin de l'aider à mieux assumer les responsabilités qui sont les siennes. L'imam principal de la Sainte Mosquée de la Mecque a par ailleurs indiqué que le roi d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz Al-Saoud, s'emploie à combattre le terrorisme dans le monde et défendre ainsi l'image de l'islam. C'est le rôle de l'Arabie Saoudite d'unir la Oumma et la communauté musulmane à travers le monde entier et de combattre le terrorisme et la barbarie que l'islam combatte chaque jour. Il dit infiniment, il est très fier de vous remercier et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que l'unité, la paix et la fraternité, la stabilité à travers le monde entier. Nous tenions à venir ici pour prier pour la paix dans le monde, prier pour le bonheur de tous, notamment de tous les musulmans, et de faire en sorte que notre pays continue de connaître la paix. Et nous sommes particulièrement sensibles au fait que nous avons pu prier sous la direction du grand imam et nous le remercions pour ses prières et ses bénédictions. Le chef de l'État a félicité le directeur général des affaires des deux Saintes Mosquées, imam principal de la mosquée de la Mecque, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour améliorer les conditions d'accomplissement du cinquième pilier de l'islam, le pèlerinage. Alors rappelons que le chef de l'État est donc de retour au pays depuis 19h et sur place ici à Abidjan. La première dame, Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire, a ouvert ce matin la télé-bilan du plan national d'action 2012-2014. Pendant 2 jours, les acteurs de la lutte contre le travail des enfants vont plancher sur le fonctionnement et l'organisation de la lutte menée au cours des 3 années d'activité du comité. Le point avec Viviane Agnimin.
Au terme de l'année 2014, l'heure est au bilan pour le plan d'action national pour la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, élaboré par le gouvernement pour la période 2012-2014. Les objectifs fixés par le gouvernement pour ce plan national ont-ils été atteints au terme des 3 années d'exercice? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Quelles vont être les priorités du prochain plan d'action et quelles seront les ressources qui vont permettre sa mise en œuvre? Autant d'interrogations sur lesquelles va plancher l'atelier bilan qui réunit depuis ce jeudi matin tous les acteurs concernés par la lutte, à savoir les structures mises en place par le gouvernement que sont le comité interministériel, le comité national de surveillance, mais également les organisations du système des Nations Unies, dont le BIT, le Bureau international du travail, les ONG nationales et internationales, les producteurs de cacao et les industriels du chocolat. Il est incontestable que l'adoption d'un plan national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire et surtout l'engagement personnel de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans cette lutte, en acceptant de prendre les rênes du Comité national de surveillance des actions de lutte, ont grandement contribué à donner une large visibilité au niveau international aux efforts de la Côte d'Ivoire pour éradiquer ce fléau sur son sol. Tous les acteurs de la lutte ont unanimement salué l'implication de la Première Dame au cours des 3 années d'exercice du Plan national d'action. Madame la Première Dame, soyez remerciée et félicitée pour votre engagement personnel et l'attention particulière que vous accordez à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Votre présence ce matin à cet atelier permet d'augurer le lendemain meilleur pour la lutte contre le travail des enfants et pour le bonheur de nos enfants. Madame la Première Dame, en 2011, alors que notre pays était menacé de sanctions économiques par les États-Unis d'Amérique et l'Occident, du fait du travail des enfants, Monsieur le Président de la République a vu juste en vous confiant la présidence du CNS. Dès la mise en place de ce comité, vous n'avez ménagé ni de votre temps, ni de vos moyens pour porter haut le flambeau de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Votre engagement et votre soutien au gouvernement ont permis de lever les menaces de sanctions qui pesaient sur le cacao ivoirien et de faire, en 3 ans, de considérables progrès dans la perspective de l'éradication des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte, la Première Dame de Côte d'Ivoire, tout en invitant les experts à plancher sur le bilan du plan d'action en cours qui arrive à son terme, a dit sa disponibilité à accepter les mesures correctives qui seront apportées pour l'élaboration du prochain plan d'action. Le 28 mars 2012, lorsque nous adoptions le plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, la gravité de la situation nous interpellait de manière pressante et nous rappelait la nécessité d'opposer une réponse urgente à l'avancée du phénomène. Aujourd'hui, l'échéance de 3 ans que nous nous sommes fixée est atteinte et il nous revient de faire un bilan afin d'évaluer le taux de réalisation du plan d'action national, de mesurer son impact et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. L'enjeu de cet atelier revêt donc une importance particulière. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier bilan du plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Lutte contre le travail des enfants, le germe est en train de donner du fruit. Un collectif des artistes contre le travail des enfants est né pour relayer la sensibilisation.
La 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources halieutiques et animales a eu lieu récemment dans la région de Bondoukou. Cette édition 2014 a fait des lauréats. 16 acteurs du monde rural ont été récompensés. Ils sont désormais cités comme des exemples dans les secteurs de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. La cérémonie a eu lieu en présence de Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale. Léon Brou pour en savoir un peu plus. Ces acteurs du monde rural fait award de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques au terme des journées nationales de valorisation de ces domaines. Parmi eux, le ministre Adjoumani, meilleur agriculteur et éleveur, Théophile Kwame, meilleur éleveur et Yakouma, meilleur aviculteur. 22 ans après, la ferme de 40% de ce dernier compte plus de 40 000 volailles et emploie une centaine d'ouvriers. J'ai toujours comparé l'agriculture à une course de fond. Je ne regarde pas ceux qui sont devant, mais moi, je fais et le destin s'ensuit. Super Award de JNVA 2014, le président de l'Assemblée nationale, non en sa qualité de parrain, mais parce que Guillaume Soro, qui œuvre pour la promotion du monde paysan, est lui-même un travailleur de la terre. Il a l'expérience que la terre ne trahit pas. C'est pourquoi, s'adressant aux populations d'Amambie, avant ce dîner gala, le chef du Parlement a exhorté la jeunesse au travail. Si tous ceux-là qui ont eu de grands postes ont des champs, pourquoi au village tu vas dire non, moi je suis un jeune, je dois faire le malin, je ne veux pas avoir champ et puis on va dire que je suis paysan. Chacun doit avoir son champ. Il faut que vous continuiez de faire ce travail pour être le grenier de la Côte d'Ivoire et même de la sous-région. À Amanvi, où le chef du Parlement a été intronisé premier notable du royaume bron, le donner et le recevoir ont ponctué les échanges, tellement les cadeaux il y en a eu à profusion. Sur le plaidoyer des populations relativement au développement de leur cité, Guillaume Soro s'est engagé à être leur porte-voix auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le 3e pont du district d'Abidjan, pont Henri Konan Bédié, qui sera inauguré dans moins d'une semaine, le mardi 16 décembre prochain, est le fruit de 18 années de tractation. Le projet initié par l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, en 1996, a connu diverses fortunes. Enfin sortir des eaux de la lagune et briller, ce pont est tout simplement le résultat d'une volonté illustrée par les autorités ivoiriennes. Sylvie Touré nous en parle. Sortir un 3e pont des eaux de la lagune ébriée n'a pas été un long fleuve tranquille. L'histoire démarre en 1996, sous le magistère Henri Konan Bédié, fraîchement élu à la tête du pays après 2 années d'intérim suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié veut assurer à la Côte d'Ivoire un rayonnement bien au-delà de la sous-région. Un projet voit le jour, il est dénommé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le 3e pont y figurait en bonne place sous l'appellation de pont Riviera-Marcory. Lorsque le président Bédié est arrivé au pouvoir en 1993, il y avait le défi de la dévaluation. La dévaluation a été faite, a été gérée et dans les mesures d'accompagnement décidées par le gouvernement, c'est le partenariat secteur public, secteur privé et surtout le financement d'infrastructures par le secteur privé. Et le pont, évidemment, fait partie des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Juillet 1996, un appel d'offres international est lancé. Novembre 1997, signature de la convention de concession. Novembre 1999, bouclage financier du projet. Jusque-là, les choses se passent comme prévu. Impossible d'imaginer que tout s'écroulerait les semaines suivantes. Décembre 1999, un coup d'État renverse le régime Bédié. L'armée s'empare du pouvoir. Quand il y a eu les événements de 1999, les travaux n'ont pas pu démarrer. Dès lors que vous êtes dans une situation politique difficile, les investisseurs se sont retirés.
Les bailleurs de fonds se désengagent, l'argent n'aime pas le bruit, encore moins celui des bottes et des canons. Le pont est à l'eau. 8 ans plus tard, nous sommes en 2008. Nouvelle tentative, nouvel échec. Le projet du pont Henri-Conan Bédié est un projet complexe. Vous savez que c'est un ouvrage qui est concédé. Donc ça met en œuvre beaucoup de négociations juridiques, financières. Et quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, bien que le projet avait connu un bouclage financier déjà dans les années 99, après la crise, certains partenaires sont sortis du projet. Donc il a fallu recommencer toutes les négociations. C'est ce qui n'a pas permis en 2008 de continuer le projet. 2011, le projet est dépoussiéré, mis au goût du jour et remis sur la table des bailleurs de fonds. Le président Alassane Ouattara a la main heureuse. Cette fois est la bonne. Les bailleurs de fonds se mobilisent pour donner vie au projet. Septembre 2011, les travaux démarrent pour ne plus s'arrêter. Juin 2014, le dernier caisson est posé. Il assure la jonction définitive des communes de Cocody et de Marcory via la lagune Ébrié. Le 3e pont est né d'un long et difficile accouchement qui aura duré 18 ans. Demain 20h, vous aurez un autre aspect de l'histoire du 3e pont, le pont Aimé Henri-Conan Bédié. Ce pont va-t-il changer les habitudes des clients des Pinas qui assurent les liaisons Riva, Marcory et Koumassi? Quel est l'état d'esprit des Pinassiers face aux concurrents qu'est le pont Bédié? Les réponses à ces interrogations avec notre reporter Michel Digré. Plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Une pinasse reliant la commune de Marcory à celle de Cocody en panne en pleine lagune Ébrié. La peur peut se lire sur des visages. Après plusieurs tentatives, le moteur est rallumé. Arrivé à destination, c'est le soulagement pour les passagers dont certains ont le regard déjà tourné vers le pont Henri-Conan Bédié pour une traversée beaucoup plus sereine de la lagune. Je ne passe même plus ici là, mais moi je sais que j'habite là. Mais je ne passe plus ici. 3e pont. Facile, rapide et puis c'est en sécurité en plus. Du côté de la gare de Koumassi, chaude discussion entre usagers et pinassiers. On fait l'effort, on se débat, on vient à l'heure précis. Et eux, l'heure est arrivée, eux, ils sont là, ils prennent le temps, ils s'en foutent. Ils ne tiennent même pas compte des programmes des gens, des situations des gens. Ils prennent le temps et puis on est là, on les attend parce que c'est eux, on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas autre moyen pour se déplacer, parce que ça nous coûte cher de faire le grand tour. Faire près d'1 heure du temps, ou même 1h30 pour arriver de l'autre côté de la route. Attends impatiemment le nouveau pont. Très impatiemment. Je suis pressé même pour faire ça en 15 minutes. En 15 minutes, je suis chez moi tranquillement, peu importe le prix, je suis chez moi tranquillement en sécurité. Mais là, je prends la pinasse. Pendant les 5 à 10 minutes, je suis dans l'angoisse. Les pinassiers, eux, sont confiants quant à la survie de leurs activités après l'ouverture du 3e pont. Chacun a son choix. Depuis nous étions là, ça fait des années. Ils n'étaient pas en sécurité, mais je crois quand même qu'ils passaient par la pinasse. Donc chaque personne a son avis en fonction de ce que nous faisions. Ça va faire baisser le chiffre d'affaires, mais on va faire avec. Des pinassiers confortés dans leur position par d'autres usagers. S'il n'y a pas de bateau-bus qui peut raccourcir notre chemin d'ici à l'autre quartier, on va toujours emprunter la pinasse parce que ça nous arrange. Or, sur le pont, il paraît que le pont est payant. On ne sait pas combien on va payer. Si déjà ici, je paye 400 francs par jour, je ne sais pas si sur le pont, je vais payer 1000 francs par jour. Donc, je préfère emprunter la pinasse toujours. Emprunter en toute sécurité le pont Henri-Conan Bédié ou continuer sur les pinasses avec tous les dangers encourus. La résolution de cette équation dépendra pour une bonne part d'une inconnue, le coût du péage qui sera fixé ce jeudi en Conseil des ministres. Le budget proposé par le gouvernement ivoirien est passé en première instance à l'Assemblée nationale et pour la première fois,
le budget de fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire passe la barre de 5 000 milliards de francs CFA. Dans ce numéro d'EcoPlus, le service économie de la rédaction s'intéresse à la structure de ce budget, aux priorités du gouvernement, mais surtout à la technique de recherche des fonds à mobiliser. EcoPlus, c'est avec Koné Adama. Les activités de l'État de Côte d'Ivoire se chiffrent à 5 014,3 milliards de francs CFA pour l'année 2015. Activités consignées dans un document dénommé « Budget ». Le budget, c'est la prévision de l'ensemble des recettes qui financent l'ensemble des charges de l'État pour une année donnée. Et comme ces actions concourent à la marche du pays pour le bien-être de la population, il revient à cette population de donner son accord à travers l'Assemblée nationale pour l'exécution du budget. Exercice réussi par le ministre en charge du budget devant la Commission des affaires économiques et financières. C'est la première fois que nous dépassons 5 000 milliards de budget en Côte d'Ivoire. Et le budget, on a longuement discuté, mais il est de qualité. C'est que le budget a 3 dimensions principales qui lui confèrent le caractère de document de synthèse de la volonté générale. Une dimension politique, c'est la traduction chiffrée de la politique économique et financière du gouvernement. Le budget a également une dimension économique à travers les ressources qui sont injectées dans l'économie pour financer les dépenses du programme économique du gouvernement. Donc l'activité économique est fortement impactée. Le budget a une dimension sociale très importante puisque c'est à travers le budget que l'État finance toutes les actions de développement, toutes les actions de lutte contre la pauvreté, toutes les actions d'amélioration des conditions de vie des populations. Le budget, c'est d'abord les chapitres de réalisation, c'est-à-dire les dépenses. En la matière, l'État donne la priorité aux dépenses d'investissement. Quasiment le tiers du budget est consacré à l'investissement. Et cela pour 2 raisons. La première, c'est que pour créer de la croissance, il faut investir. C'est un cycle. La deuxième, c'est que nous avons besoin d'investissement compte tenu des 10 années de crise que le pays a connu. Il était important de faire des investissements. Ensuite, ces dépenses doivent être financées par des ressources. La Côte d'Ivoire compte sur sa capacité à mobiliser les fonds en interne. En ce qui concerne ce budget de 5 014,3 milliards de francs CFA pour l'année 2015, il est constitué pour 80,3% de ressources intérieures et 19,7% de ressources extérieures. Donc, comme vous pouvez bien le voir, notre économie est financée essentiellement par les ressources propres. Toutefois, nous insistons sur le fait que l'ensemble des améliorations qui doivent être faites pour le recouvrement des recettes fiscales qui contribuent justement au financement de ce budget-là se fassent sans augmentation de taxes. Et ça, c'est quand même assez important. La douane et les impôts sont fortement sollicités. Pour 2015, nous aurons à mobiliser 1700 milliards à peu près. Donc on va décliner ça par service. Il y a les grandes entreprises qui gèrent les plus grosses entreprises de Côte d'Ivoire, qui va prendre la part la plus importante, c'est entre 60 et 70% de ce montant que nous devrons mobiliser. Et le reste, nous répartissons sur nos services de base qui sont disséminés sur le territoire national. Les objectifs assignés à la Direction générale des douanes pour l'année 2015 se chiffrent à 1392 milliards, et cela fait une augmentation de près de 9% par rapport aux objectifs de 2014. Tous les engagements qui ont été pris, notamment dans le cadre du programme économique du président de la République, le plan national de développement, la lutte contre la pauvreté, les grandes infrastructures, ça veut dire que tous ces projets doivent être réalisés, ce qui nécessite énormément de ressources, et notamment par les ressources intérieures, ce à quoi nous nous attelons.
Pour la mobilisation des ressources extérieures, le ministre compte sur les performances réalisées par la Côte d'Ivoire pour séduire les bailleurs de fonds. Tout récemment, la Banque mondiale a publié le Doing Business 2015. Et la Côte d'Ivoire a été classée pour la deuxième fois de suite parmi les pays qui ont fait le plus de réformes dans le monde. Deuxième fois de suite. On est le seul pays dans le monde à avoir été classé 2 fois de suite parmi les 10 premiers réformateurs au monde. L'élaboration du budget débute par le cadrage macroéconomique et la lettre de cadrage qui fixe le contexte socio-économique et définit les grandes orientations. À partir de la lettre de cadrage, la Direction générale du budget et des finances se met en branle pour organiser les conférences budgétaires, allouer les montants aux différents secteurs et préparer le projet de loi des finances à soumettre au gouvernement, avant qu'il n'atterrisse sur la table des députés. C'était EcoPlus proposé par Kone Adama du service économie de la rédaction. Ce communiqué par ordonnance du 9 décembre 2014, le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a décidé du report du congrès du FPI, le Front populaire ivoirien, initialement prévu pour se tenir les 11, 12, 13 et 14 décembre 2014. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, appelle au respect de cette décision de justice et prévient contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Les contrevenants à cette décision subiront la rigueur de la loi signée du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le ministre de la Communication, Bamba Foussatou Lamine, était ce matin à la cérémonie d'ouverture du premier forum international du groupe Fraternité Matin consacré au rôle de la presse dans l'émergence en Afrique. L'organisation de ce forum s'inscrit dans le cadre des 50 ans du groupe Fraternité Matin. Le point avec Franck Kouadio. Un premier forum pour réfléchir sur le rôle de la presse dans l'émergence de l'Afrique. Le quotidien Fraternité Matin, à la faveur de son cinquantenaire, veut pousser la réflexion. Il ne s'agit pas de céder à un utilitarisme de circonstances qui ferait des journalistes d'aujourd'hui des agents de l'émergence entre griffes, comme leurs aînés des premières décennies de l'indépendance, qu'on affublait de l'expression « agents du développement ». Le véritable enjeu est donc à chercher ailleurs. Ce dont il est question, c'est plutôt des voies à explorer pour que le devoir d'information, qui constitue l'essence du journalisme, contribue à l'enracinement de la culture du débat. L'émergence, un concept d'actualité. Kamara Loukiman, conférencier, plante le décor. Il explique la particularité ivoirienne, 8% de taux de croissance en 3 ans. Il faut maintenir le cap, d'où l'apport de la presse. Le rôle de la presse est effectivement essentiel, je dirais indispensable, dans l'information et la formation d'une opinion publique nationale éclairée, consciente d'elle-même et ayant une lecture correcte de la marche du monde et des grands enjeux géostratégiques, socle des politiques nationales. 2 jours de réflexion donc et des pistes à explorer. Nous prônons la mise en commun de nos énergies. C'est le sens de la création du groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, GPAO, que nous allons formaliser au cours de ce forum avec nos confrères de la sous-région UEMOA. Vision commune alors en ligne de mire. Les conclusions sont attendues pour le 11 décembre. Le président sortant du FPI a annoncé hier le report du congrès au cours d'une conférence de presse. Pascal Afenguessan a saisi la justice pour une plainte contre X pour falsification de documents, report du congrès et invalidation de la décision du comité de contrôle qui a validé la candidature de Laurent Gbagbo, le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Pascal Afenguessan est formel. Le dossier de candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du FPI, Front populaire ivoirien, est faux. Contre les usages établis que le président Gbagbo a toujours respectés, la signature supposée être celle du président Gbagbo est apposée en dessous de son nom. La page de légalisation du document comporte quant à elle de nombreuses fautes et incohérences. Par exemple, le notaire, un homme, Robert Burke, écrit sous-signé au féminin. La signature relevée sur le document, donc le courrier, est une imitation mal maîtrisée de la signature. Au vu de tous les éléments que je viens d'évoquer,
que ce courrier prêté au président Gbagbo est un faux, spécialement fabriqué par un réseau de faussaires. Pour l'actuel président statutaire du FPI, Laurent Gbagbo ne peut faire acte de candidature car incarcéré à La Haye, aux Pays-Bas. Le début de son procès est fixé au 7 juillet 2015, soit 8 mois après la tenue du congrès du parti. Il va sans dire que le président Laurent Gbagbo ne peut être physiquement présent au moment de l'élection du président du FPI. Pascal Affi-N'Guessan maintient donc sa candidature au poste de président du FPI. Je vous redonne lecture de ce communiqué par ordonnance du 9 décembre 2014. Le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau a décidé du report du congrès du FPI, le Front populaire ivoirien, initialement prévu pour se tenir les 11, 12, 13 et 14 décembre 2014. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, appelle au respect de cette décision de justice et prévient contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Les contrevenants à cette décision subiront la rigueur de la loi signée du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Depuis septembre 2014, le RDR, le Rassemblement des Républicains, a 20 ans d'existence dans le paysage politique ivoirien. La commémoration de cet anniversaire aura lieu le samedi 13 décembre prochain. L'annonce a été faite au siège du RDR au cours d'une conférence de presse prononcée par Djibo Nicolas, le président du comité d'organisation. Hamza Diaby, pour en savoir davantage. Le Rassemblement des Républicains a 20 ans. 20 années marquées par la lutte, 20 ans de courage et d'abnégation, 20 ans à célébrer. Date choisie le 13 décembre prochain. La direction du parti a bien voulu marquer d'une pierre blanche ces noces de porcelaine. Une grande commémoration, ponctuée de grands moments de témoignage, d'hommage aux membres fondateurs du parti, aura lieu. Et le cadre choisi pour cette célébration d'exception, l'ancien stade de Bouaké, dans le Bouaké. Notre ville accueillera pour l'événement des délégations en provenance de toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Bouaké, bastion du RDR, sera ce jour-là la capitale du parti pour cette circonstance. C'est pour moi l'occasion de lancer un vibrant appel à tous nos militants, voire toutes nos populations. Je voudrais qu'ils sachent qu'ils sont tous des membres de ce comité d'organisation. Ils doivent sonner la mobilisation dans leur entourage, sur les lieux de travail, dans les quartiers, dans les grains et dans leurs cours, bien sûr. Le comité d'organisation est donc au travail dans le sens de la réussite de cet événement. Événement au cours duquel il s'agira entre autres de se remémorer des moments de la naissance de ce parti libéral qui aspirait à une société démocratique et à un bien-être social des populations. Voilà, fin de ce 20h essentiellement consacré à l'actualité nationale. Rappelons que le chef de l'État est de retour au pays. Vous allez le voir en images. Donc le chef de l'État est donc de retour au pays, en Côte d'Ivoire, après une visite officielle effectuée en Arabie Saoudite. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Abidjan aux environs de 19h. Et donc demain, vous aurez certainement le compte-rendu. Et même au dernier journal, au journal de 23h, vous aurez le compte-rendu complet de notre reporter. Retour donc au pays du président Alassane Ouattara. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI 1 et bonsoir à tous et à toutes.